I don't know of any program in Uganda. Of course not. يصلون الليل بالنهار استعدادا. ¿Cuál sería su reacción? В 21 веке гражданка Райс вспомнила. 这两天，原本居住在祁连县偏远部区的牧民 बॉलीवुड 南 स्टार्स 家 भी कपड़ों की लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं। Todos juntos. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez sur France Culture tous les jours entre 11h et 11h50. Vous y retrouverez comme chaque jour la chronique d'Alexis Patovstev. Ce sera tout à l'heure vers le mi-temps de l'émission. On poursuit, on achève même notre série autour de la magie, l'esprit magique à l'épreuve de la modernité. Lundi, Grand Dieu, Petit Dieu, Magie et Religion, Constant Hamès, Patricia Birman, Laënnec Urbon étaient nos invités. Mardi, politique et sorcellerie, les métamorphoses du pouvoir, Jean-Pierre Dozon, Bénédicte Braque de la Perrière et Meredith Duquesne. Voilà les trois personnes que nous avions invitées mardi, mercredi, hier. C'était la chasse aux sorciers, Bruno Martinelli, Christiane Bougerolles et Hippolyte s'intéressaient avec nous à cette chasse aux sorcières, aux sorciers. Mais aujourd'hui, donc, de la forêt à la ville, les nouveaux visages du chamanisme. Ces dernières années, le chamanisme a vu sa popularité s'accroître de façon considérable. Les expositions, documentaires, ouvrages sur le sujet se sont multipliés. Mais qu'est-ce que le chamanisme ? Définir cette notion nous oblige à voyager des steppes d'Asie centrale, où est apparu le mot chaman, jusqu'aux forêts d'Amazonie, où les peuples amérindiens pratiquent ces rituels depuis toujours. Mais pour la comprendre dans sa totalité, il faut aussi regarder du côté des grandes villes, où de plus en plus des néo-chamans réinterprètent le savoir de leurs aînés, dans un sens peut-être plus moderne. Cette pratique semble concerner de nombreux peuples. Certains ont parlé à propos du chamanisme d'une religion primordiale de l'humanité, mais le chamanisme est-elle réellement universel ? Ou cette universalité est-elle qu'une construction occidentale ? N'y a-t-il pas d'ailleurs plusieurs formes de chamanisme ? C'est une des choses que l'on va voir ce matin. Et pourquoi cette fascination du monde moderne pour les pratiques chamaniques ? Voilà les questions qui vont nous intéresser ce matin. Voilà, on entend là une séance de chamanisme chez les Huichol du Mexique. On y entend Don Agustín Montoya de la Cruz, un maracamé de l'État de Jalisco au Mexique. Il entre en dialogue avec les dieux à travers un chant qui dit en substance « La flèche a restitué la parole de la pluie avec ses propres mots ». Tous se sont créés eux-mêmes par la parole. Ils ont parlé au travers de la flèche et de la pluie. Et le maracamé a répété ce qu'ils lui ont dit. Ainsi fut la révélation. Les dieux ont parlé par la plume et la flèche. Avec cette bougie, je le verrai, qu'il se manifeste, qu'il soit présent. Bonjour Michel Perrin. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes en duplex depuis Clermont-Ferrand. Vous êtes ethnologue, directeur de recherche au CNRS, vous êtes également membre d'un laboratoire au Collège de France et vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages sur le chamanisme. J'en ai certains sous les yeux, le chamanisme dans la collection Que sais-je au PUF, les praticiens du rêve ou encore le chemin des Indiens morts. On va commencer, Michel Perrin, peut-être par une définition. En 1951, Mircea Eliade proposait dans son livre une définition. Son livre, Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase. Il disait « Le chamanisme est une technique archaïque de l'extase. Le chaman est un psychopompe, spécialiste de la maîtrise du feu, du vol magique et d'une transe durant laquelle son âme est censée quitter son corps pour entreprendre des ascensions célestes ou des descentes infernales. Il entretient des rapports avec des esprits qu'il maîtrise, il communique avec les morts, les démons et les esprits de la nature sans pour autant se transformer en leur instrument. » Est-ce que cette définition, Michel Perrin, vous semble satisfaisante ? Écoutez, elle n'est pas fausse, mais elle est certainement trop restrictive. Elle correspond à une des formes du chamanisme, celle qu'on trouve essentiellement du côté
de l'Union soviétique et des pays d'où sont originaires le mot chaman, mais cette définition ne convient pas pour d'autres régions du monde. Et donc je crois que si on veut retenir le mot chamanisme, il faut le définir d'une façon un peu plus abstraite, un peu plus générale. Alors, qu'est-ce à dire ? Moi, j'ai une définition minimale de ce que j'appelle la logique chamanique. Le chamanisme se développe dans des mondes divisés, enfin, où il y a des mondes à deux pôles, où il y a le monde ordinaire, ce que j'appelle ce monde-ci, et puis le monde autre, qui est le monde des esprits, des morts, des dieux. Et la personne aussi est au moins double, c'est-à-dire qu'il y a le corps, et il y a d'un côté l'âme ou des âmes qui peuvent se détacher du corps, et qui, durant la maladie, s'échappent du corps et ne reviennent que lorsque, justement, un thérapeute ou un chaman les retrouve. Et la mort, c'est le départ définitif de l'âme. Et vous avez une personne qui est le chaman et qui a une capacité, un don, quelque chose qui est reçu, un homme qui est élu et qui a en plus qu'un homme ordinaire, ce qu'on appelle un auxiliaire qui lui permet de communiquer, de passer de ce monde-ci au monde autre, du monde autre à ce monde-ci. Michel Bérin, vous l'avez dit, le mot chaman est apparu en Sibérie, plus précisément chez le peuple Toungous, qui est une ethnie du groupe linguistique mongol. En fait, du chamanisme, on en trouve en Mongolie, en Sibérie, chez les Amérindiens. Vous dites une chose à propos du chamanisme. Vous dites le chamanisme semble particulièrement adapté aux sociétés de type égalitaire. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Et dites-nous au fond ce que serait le portrait robot au fond d'une société où on va trouver du chamanisme. Oui, alors je suis en train de m'interroger, je me demande où j'ai dit ça. Société égalitaire, et dans l'instant, là, je n'arriverai pas à vous répondre. Je crois que l'essentiel du chamanisme, c'est la conception du monde dont je vous ai parlé. Le problème actuellement le plus délicat est que le mot même de chamanisme est en train de s'étendre, tellement qu'on ne sait plus du tout ce qu'on entend par là. Et il remplace finalement le mot sorcier, le mot qu'on utilisait avant, c'est de la sorcellerie, magicien, sorcier, et maintenant c'est chaman. Et donc, on a des difficultés, si on ne définit pas de façon relativement précise, à cerner ce que maintenant les journalistes, les écrivains et d'autres appellent le chamanisme. Et alors, quelle serait pour vous, Michel Perrin, posons la question dans un autre sens, quelle serait la fonction du chaman dans sa communauté, dans sa société ? La fonction du chaman, c'est de traiter l'infortune, c'est-à-dire de répondre à toutes les questions qui perturbent la vie des hommes. Du côté biologique, c'est la maladie. Du côté climatique, c'est la sécheresse excessive, c'est les inondations, c'est toutes les infortunes qui frappent les hommes. Cette personne-là est tentée et supposée les expliquer, non seulement supposée, je dis même que le chaman est obligé à un déterminisme absolu. Il doit tout expliquer. Il doit expliquer aussi, justifier aussi ses succès et ses échecs. Est-ce qu'il peut avoir un poids politique ? Est-ce qu'il peut par exemple devenir le chef de sa communauté ? Souvent les rôles sont séparés, mais il peut avoir une très grande influence. Vous introduisez l'émission avec des chants Huichol. Chez les Huichol, c'est le chaman qui rêve le nom des autorités. Qui seront renouvelés périodiquement. Donc là, il a un rôle politique indirect. En principe, c'est le rêve, c'est pas lui qui parle. Mais enfin, vous imaginez bien qu'entre son rêve et son désir, il peut y avoir un certain nombre de relations fortes. Et comment est-il élu ? Comment est-ce qu'on devient chaman ? Chez les Huichol, par exemple ? Écoutez, je vous parlerai plutôt de l'expérience que je connais le mieux chez les Guajillos. En tout cas, partout, c'est une accumulation de signes sur la personne qui fait que, à un certain moment, la personne est perçue par les chamans ou par la communauté comme quelqu'un qui a, chez les Guajillos, c'est intéressant, ça peut se traduire par un désir d'être chaman ou quelque chose comme la qualité même d'être chaman. C'est-à-dire, c'est entre le désir et la chose qui vous tombe dessus. Et c'est quoi les qualités ?
Alors, les signes, si vous voulez, Ouais. moi j'appelle ça des signes, les psychiatres appellent peut-être ça des symptômes, c'est souvent des phobies alimentaires, ce sont de bons rêves, ce sont des visions appropriées. Chez les Huichol, on dit que lorsque on arrive à pas confondre, mais le maïs, le peyote et le cerf, à passer de l'un à l'autre. Le peyote qui est un cactus hallucinogène. Qui est un cactus hein. hallucinogène, le cerf qui est un animal et le maïs qui est une plante, Ouais. eh bien, lorsque ces choses qui ont en commun un certain nombre de points, les Huichol ne sont pas illogiques, mais lorsqu'on a des visions qui permettent de passer de l'un à l'autre, disent les Huichol, eh bien, à ce moment-là, c'est déjà un signe que vous avez la capacité d'être chaman. Ensuite, il peut y avoir des longues initiations. Il y a d'autres sociétés où c'est simplement un autre chaman qui se met en position de chaman, c'est-à-dire parlant au nom du monde autre, qui va dire, oui, cette personne n'a pas une mauvaise maladie, mais il va être chaman, il a la bonne maladie, il a un esprit auxiliaire qui va se poser sur lui. Michel Perrin, vous dites de passer d'un monde à un autre. Quel type Oui. de correspondance, justement, est-ce qu'il existe entre, disons, le monde réel, le monde sensible et l'autre monde, celui des esprits? Est-ce qu'ils sont totalement indépendants? Est-ce que l'un influe sur l'autre? Non, bien sûr qu'ils sont complètement une religion. Les dieux sont à l'image des hommes qui les ont créés. C'est l'inverse. Les ethnologues ont l'habitude d'employer cette formule qui est l'inverse de la formule chrétienne. L'homme est à l'image des dieux. Non, c'est les dieux qui sont à l'image des hommes qui les créent. Donc il y a une relation extrêmement étroite entre les conceptions du monde de la personne et la vie sur la terre. Et c'est pour ça que, si on parle, puisqu'on va parler du néo-chamanisme, on voit une différence essentielle. C'est que le monde autre, nous, on n'en a plus, ou pratiquement plus. Hein, sauf si on est dans une religion particulière. Mais, et donc, le néo-chamanisme a beaucoup de peine pour s'inventer un monde autre. On va parler de ce néo-chamanisme, mais encore une chose. Vous nous expliquez au fond qu'il y a un certain nombre de signes qui permettent de voir au fond qu'un individu est un bon candidat pour être un chaman. Est-ce qu'à l'inverse, il peut arriver que l'on décide, que la communauté décide de vous retirer, entre guillemets, au fond, le titre, je ne sais pas si on peut parler de titre, mais la qualité de chaman? Oui. Alors, vous imaginez que le pouvoir qu'on donne à cette personne, c'est-à-dire de tout expliquer, de tout prévoir et d'agir sur beaucoup de choses, peut pousser une certaine personne à en abuser de ce pouvoir. Et il y a des signes que chaque société reconnaît où un chaman devient dangereux. Souvent on dit il est devenu un sorcier, c'est-à-dire un donneur de mal plutôt qu'un donneur de bien. Et à ce moment-là, il y a des techniques pour le déchamaniser. Chez les Indiens Guajiro avec qui j'ai travaillé, il y a le chaman, le mauvais chaman mime un évanouissement parce qu'il pense qu'on le paie pas assez, par exemple, en simplifiant, je simplifie. Eh bien, on convoque un autre chaman qui se met en position de chaman, c'est-à-dire au nom du monde autre, il explique qu'il a le mauvais esprit du chamanisme et qu'il faut lui enlever. Et il se réveille lorsqu'il a terminé, déchamanisé, si vous voulez. Donc chaque société a une manière de se défendre des êtres auxquels il donne un pouvoir extrême. Vous avez parlé, Michel Perrin, de néo-chamanisme. On va en parler tout de suite. To journey into what is called the upper world or the lower world. And making these journeys with a particular purpose, the person is able to get information to puzzling questions, knowledge that normally only comes rarely to other people. I have spirit, spirit, hey! I have spirit, spirit, hey! Voilà, cette voix que vous avez entendue, c'est celle de Michel Arner, qui est un anthropologue et inventeur du chamanisme, expliquant les raisons du voyage vers le monde d'en haut, le monde des esprits, celui qui permet d'accéder à un nouveau savoir. Il est l'une des figures centrales de la redécouverte du chamanisme en Occident. On l'entendait là dans cet extrait, chanter, battre la mesure devant un parterre de jeunes gens venus dans un appartement new-yorkais. Peut-être qu'on entendait dans ce son que ça résonne comme dans un appartement. Tout le monde s'initie comme ça aux pratiques chamaniques. D'ailleurs, il continue d'organiser
organisez aujourd'hui des stages, des séminaires de chamanisme un peu partout dans le monde. Vous avez-vous assisté à la naissance de ce néo-chamanisme, Michel Perrin? D'abord, peut-être, de quand est-ce que date cette réappropriation par l'Occident du chamanisme et à quoi vous semble-t-elle correspondre? Est-ce que nous dit au fond cette recherche ou qu'est-ce qu'on cherche ou qu'est-ce qu'on cherche à fuir? L'homo occidentaliste, qu'est-ce qui se cherche à travers ce chamanisme? Écoutez, une date historique, puisque vous parliez de date, c'est certainement la publication des livres de Castaneda, qui ne parle pas de chaman, d'ailleurs il parle de sorciers. Mais enfin, ça a été tout de suite associé à des chamans, d'autant plus que le modèle qu'utilise Castaneda, c'est pas le modèle des Yaqui, mais c'est justement le modèle des Huichol. Donc, qui sont vraiment là où il y a vraiment une société chamanique. Ouais. Bon, moi, j'étais aux États-Unis dans les années 68 où j'ai vu la naissance de ces mouvements, de cette fascination pour les Indiens et ce dépit, cette façon extrêmement négative de voir la société occidentale. C'était l'époque de la guerre au Vietnam, c'était le matérialisme de plus en plus grand et donc une société dans laquelle certaines personnes se sentent de plus en plus mal et recherchent quelque chose d'une autre dimension. Et Castaneda offrait justement cette autre réalité qui ne définit jamais vraiment le monde autre, ça reste toujours abstrait, et donc ça convient pour l'occidental. C'est un monde, voir autrement le monde. Et c'était cette recherche qui s'est développée ensuite, qui a eu ses adeptes, la naissance de néo-chamans, des relations très ambiguës entre les ethnologues et les néo-chamans, puisqu'il faut bien que les néo-chamans cherchent des modèles. Et s'ils ne sont pas des Indiens d'origine, eh bien, ils lisent les ethnologues, ils les écoutent. Mais quand Horner, par exemple, parle du chamanisme en disant que c'est une sorte de religion primordiale, oui. Qu'est-ce qu'il entend par là? Qu'est-ce que vous pensez de cette formule? Ben écoutez, les archéologues l'utilisent. Il y a M. Clotte qui dit que ce qu'on voit sur les grottes, c'est du chamanisme. On peut pas dire le contraire, on n'a aucune preuve. Donc, c'est une hypothèse, mais moi je dirais pas que c'est faux, que c'est juste, on n'en sait rien. Et qu'est-ce que vous pensez alors de ces stages de chamanisme qui se développent un peu partout en Europe, aux États-Unis? Ben écoutez, les descriptions que j'en ai lues sont très conformes, c'est-à-dire qu'il y a des stéréotypes. Je ne veux pas caricaturer, mais il y a bien sûr le tambour qui est essentiel. On parle toujours de transe. Alors ça, juste une petite parenthèse sur cette idée de transe. Je crois que une des choses que doit faire le chaman et qu'éprouve le chaman dans son corps lorsqu'il se met en position de chaman, c'est d'éprouver un changement d'état. Changement d'état, on peut l'avoir par des transes, on peut l'avoir par la drogue, on peut l'avoir par des silences prolongés, on peut l'avoir par des récitations de chants qui durent des heures et des heures. Et aussi bien pour le chaman qui éprouve ce fait qu'il passe dans un autre monde, aussi bien pour le public qui observe, il y a quelque chose d'essentiel, c'est qu'on passe d'un monde à l'autre. Ce monde a deux pôles. Le chaman, quand ses esprits, son auxiliaire ou son âme revient et lui dit ce qu'il a vu dans le monde autre, là c'est la relation monde-autre-chaman, et ensuite il se tourne vers le public qu'il a vu changer d'état, qui a vu son corps changer d'état, et il explique, et il dit ce qu'il a vu, ce qu'il a perçu, ce qu'on lui a dit. Vous voyez ce double voyage entre le monde autre et le chaman et le public. Ensuite le chaman peut refaire une transe, reprendre de la drogue, retourner dans le monde autre, redire ce qu'il a fait. Je simplifie énormément, mais l'importance de ce qu'on appelle la transe, ce qui peut être l'extase, ce qui peut être les chants prolongés, c'est quelque chose, je crois, d'essentiel, à la fois pour le chaman, à la fois pour le public, puisque les séances chamaniques sont très souvent publiques. Michel Perrin, on va retrouver Corinne Sombrin. Et elle, la transe, elle l'a vécue au son du tambour. Et on vous accueille, Corinne Sombrin, au son du tambour, justement,
dans cette séance de chamanisme mongol qu'on entend derrière nous. Bonjour oui, Corinne voilà, Sombrin. un son que je connais bien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes une chamane initiée en Mongolie. J'ai essayé d'expliquer un petit peu votre parcours. On est au début des années 2000. Vous êtes en Mongolie. Vous tournez un reportage pour la BBC sur les questions religieuses et vous assistez à une cérémonie chamanique traditionnelle durant laquelle vous perdez connaissance et vous entrez en transe au simple son d'un tambour rituel, un petit peu celui qu'on entend là derrière. Et le chaman officiant, qui est Balgir, vous désigne alors comme chaman, vous aussi, et vous décidez d'entamer un processus d'initiation qui va durer plusieurs années. Mais en fait, vous dites qu'au départ, vous ne souhaitez pas être chaman. Pourquoi est-ce que vous vous résignez finalement à vous lancer ? Alors, j'entre en transe. Évidemment, quand je sors de cette transe, le chaman dit à l'ami qui m'accompagne, mongol, il dit si le tambour t'a fait cet effet-là, c'est que les esprits t'ont désigné, tu es chaman, donc on doit te transmettre cette connaissance. Donc moi, je n'étais pas là du tout pour vivre cette expérience et pour devenir chaman. Donc ma réaction a été d'abord la surprise, et puis j'avais pas du tout envie de devenir chaman quand il m'a dit qu'il fallait passer 3 ans au fin fond de la Sibérie. Voilà. Donc, il a, pour me convaincre, il a tout simplement utilisé la menace pour nous occidentaux. C'est-à-dire qu'il m'a dit que si un chaman refusait de devenir ce que les esprits avaient décidé pour eux, je parle en leur nom, hein, bien sûr, symboliquement, eh bien, on avait beaucoup plus de problèmes qu'on avait eu jusque-là, et ça devenait en fait un cauchemar pour la personne qui ne voulait pas devenir ce que les esprits avaient décidé pour eux. Ça veut dire que la peur l'a emporté sur votre scepticisme. Exactement, la peur l'a emporté sur le scepticisme. Et donc puis aussi la curiosité, parce que en même temps, je me suis dit, c'est quand même c'est peut-être une expérience extraordinaire. Voilà. Mais donc la peur des esprits, vous croyez donc aux esprits ? Je ne croyais pas du tout aux esprits, mais quand on vous menace comme ça, on se dit, on ne sait jamais, après tout, voilà. Et j'ai fini par essayer de comprendre tout mon travail pendant 8 années, parce que j'y suis retournée régulièrement pendant 8 années. Et tout mon travail a été d'essayer de comprendre ce que voulait dire ce monde des esprits, à quoi ça correspondait, et si nous, occidentaux, on pouvait l'interpréter, le mettre dans notre langage. Et justement, pour le comprendre, vous avez entamé une démarche scientifique, puisque vous avez voulu, au fond, comprendre les modifications qui avaient lieu dans votre cerveau lors de vos transes. Vous avez rencontré un scientifique canadien, Pierre Florent-Henry, qui est un psychiatre, qui est chercheur spécialisé dans l'étude de l'épilepsie et de la schizophrénie. Pourquoi cette démarche ? Pourquoi cette manière de prouver peut-être à vous-même et aux autres, je ne sais pas, que ce que vous vivez au fond lors de vos trans n'est pas une pure invention de votre part, et montrer que scientifiquement ça veut dire quelque chose? C'était justement pour prouver ça. Je me suis dit, le son du tambour fait un effet sur moi, sur mon cerveau, donc j'avais pas l'impression d'être folle. Et en revanche, dans ces états-là, on saute, on a des perceptions, on a plus de force que dans un état normal, on ressent pas la douleur, et on a des visions, on voit des choses. C'est comme si on avait une perception de la réalité qui est augmentée, que eux appellent le monde des esprits. Donc je voulais comprendre ce qui se passait dans mon cerveau et essayer de démontrer que il y avait une explication à tout ça et que c'était pas si magique que ça. Et l'explication alors? Parce que vous avez fait toute une batterie de tests qu'ont donné les résultats. J'ai dû d'abord m'entraîner à provoquer la transe de façon par la volonté, uniquement par la volonté, parce qu'il était hors de question, quand j'ai rencontré ces scientifiques, de faire entrer un tambour chamanique dans un laboratoire de recherche. Donc ils m'ont dit, écoutez, nous, ça peut nous intéresser, mais il faut, que vous arriviez à provoquer la transe par la seule volonté, et en sortir aussi par la seule volonté, et 2, arriver à bouger le moins possible. Voilà. Donc je me suis entraînée. Et un jour, je suis retournée voir ces scientifiques, je leur ai fait une démonstration, et donc j'ai été validée souris de laboratoire, et j'ai pu entrer dans un laboratoire de recherche. Alors j'ai le professeur Florent-Henry, grâce au docteur Pierre Éthévenon, qui est également un chercheur en France, à Paris, qui lui et tous les deux m'ont permis de passer ces tests. Donc on m'a mis des électrodes sur la tête et on a mesuré, on m'a fait faire des tests psychiatriques pour voir si tout était normal. Donc ça au moins je sais que c'est normal. Et après on a fait des tests sous électrode en état normal et en état de transe. Et l'idée c'était de savoir est-ce qu'il y avait une différence entre les deux enregistrements. Et le fait est qu'il y a une différence. Il y a une énorme différence. Donc on a prouvé par ces tests, qui n'avaient jamais été faits sur une transe d'ordre chamanique mongol, que la transe modifiait énormément le comportement du cerveau. Michel Perrin, je voudrais entendre votre réaction sur une forme de néo-chamanisme, peut-être on le verra, mais en tout cas sur l'expérience qu'a vécue Corinne Sombrin. C'est une expérience étonnante, bien sûr.
à la suite d'un traumatisme, se retrouver désigné par un chaman. Ah, on a perdu Michel Perrin, qu'on va retrouver dans quelques instants. Corinne Sombrin, je reviens vers vous. Alors j'indique aux auditeurs que toute votre histoire, tout votre parcours, vous le racontez dans un livre qui va paraître chez Albin Michel bientôt, Les Esprits de la Steppe. Qu'est-ce que vous ressentez physiquement, Corinne Sombrin? C'est une question que je me posais lorsque vous êtes dans un état de transe. Est-ce que c'est agréable? C'est pas forcément agréable. En fait, tout dépend de ce qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voit des choses qu'on voit pas dans un état normal. C'est un petit peu comme si nos sens travaillaient à un niveau 2 de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on voit des choses les yeux fermés. S'il y a quelqu'un en face de moi, il a plus de peau, il a plus un corps. C'est comme si c'était une espèce de nuage avec des formes à l'intérieur, avec des univers, avec des choses. C'est vraiment une perception différente. Alors les chamans vous disent que c'est la réalité de toute façon, mais que c'est comme si la transe, si on était, voilà, vous voyez la Tour Eiffel, si on passait du premier étage au deuxième étage de la Tour Eiffel. Donc évidemment, c'est toujours la même réalité, mais on la voit sous un angle différent. Mais est-ce que vous accédez à des informations ici? Oui, quel type d'informations? Est-ce que vous apprenez des choses quand vous êtes en transe? Ben oui, c'est l'idée, c'est que tout d'un coup, on a ce que les chamans appellent des messages des esprits, c'est qu'on a des informations qui peuvent être, on sait tout d'un coup qu'il faut faire un geste, qu'il faut chanter un chant, qu'il faut faire un son, et on sait que c'est le geste qu'il faut faire pour faire une sorte de réharmonisation d'un environnement qui serait disharmonieux. Donc des choses arrivent qui passent apparemment, d'après ce que disent les scientifiques, par ce qu'on appelle le cerveau perceptif, qui est une intelligence perceptive qu'on développe très peu dans nos sociétés parce qu'on n'en a pas tellement besoin. Mais donc nous, on travaille surtout sur ce qu'ils appellent le cerveau spéculatif. Et donc ces états-là permettent de faire fonctionner le cerveau perceptif de façon beaucoup plus importante, d'où l'accès à d'autres informations. Est-ce que vous accédez à des informations de type prévisionnel? Est-ce que vous avez une sensation? Certains chamans accèdent à des informations de type prévisionnel, mais pas tous. Voilà, moi non, en tout cas. Voilà, mais la chamane, par exemple, avec qui je travaille en Mongolie, Inkstuya, elle accède à des informations de type prévisionnel. Mais en revanche, elle ne prédit pas l'avenir. Elle dit quelle est la possibilité que cet avenir arrive. Voilà. Michel Perrin, on vous a retrouvé depuis Clermont-Ferrand. Vous étiez en train de réagir. Michel Perrin. Oui, je vous disais que c'était une expérience bien sûr extraordinaire. Mais reparlons du chamanisme. Être chaman, c'est jamais être chaman pour soi. Je crois que c'est la grande différence entre le néo-chamanisme et le chamanisme. Un chaman, il travaille. Il se met en position de chaman à la demande de la société, que ce soit la famille du malade, le malade lui-même, face à une calamité climatique, on décide, on oblige le chaman finalement à faire quelque chose pour la société. Le néo-chamanisme, en général, c'est un chamanisme pour soi. Bon, l'expérience qui a été racontée, c'est une expérience individuelle, c'est une expérience tout à fait frappante et extraordinaire, qui a été prise en main ensuite par les scientifiques. Mais je pense que Madame Sombrin n'a jamais exercé la fonction de chamane. C'est-à-dire qu'elle s'est mise dans une... on l'a déclaré qu'elle était chamane, mais elle n'a jamais été chamane dans le sens où c'est quelqu'un qui agit dans une société, dans un contexte particulier, et qui a pour fonction de traiter l'infortune. Je ne suis pas sûr qu'elle ait traité l'infortune dans la société dans laquelle elle a été initiée, entre guillemets. Eh bien, on va lui demander, c'est vrai que c'est une très bonne question. Voilà. Corinne Sombrin, Michel Perrin nous dit, le chamanisme, c'est à la demande de la société, le néo-chamanisme, c'est pour soi. Qu'est-ce qui prime chez vous? Est-ce que c'est une logique de développement personnel qui prime chez vous? Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Michel Perrin. C'est vraiment la différence. C'est pour ça que moi, je ne me définis absolument pas comme chamane, mais plutôt comme psychonaute, parce que je travaille sur le cerveau et j'essaie de découvrir au travers de ces états-là, avec des chercheurs, ce que ça nous apprend sur le cerveau. Donc dans ce sens, effectivement, on n'est absolument pas chaman. En revanche, il m'est arrivé en Mongolie de devoir faire des cérémonies parce que la chamane m'a demandé d'en faire pour la communauté. Voilà. Mais effectivement, il a tout à fait raison et je me définis absolument pas comme chaman parce que j'en ai pas la légitimité déjà culturelle. Michel Perrin, est-ce que vous pensez que avec cette forme de néo-chamanisme, cet éloignement au fond du chamanisme plus traditionnel, est-ce que vous pensez que ça peut être néfaste
pour ce chamanisme traditionnel, justement, pour les populations qui, elles, défendent aussi une culture indigène. Ça va avec tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de dévoiement et que... Michel Perrin. Je prendrai comme exemple Harner. Harner a fait son école chamanique, mais, dit-on, je n'ai pas la preuve, mais enfin, beaucoup de gens l'ont écrit, il va aussi dans les sociétés traditionnelles, il est allé chez les Inuits, il est allé chez d'autres, j'allais dire pour leur enseigner ce qu'on pourrait appeler un panchamanisme, c'est-à-dire ce que lui pense être les traits caractéristiques du chamanisme. Alors, évidemment, ça peut avoir dans des sociétés qui, toutes les sociétés traditionnelles sont en déséquilibre actuellement. Elles sont soumises à une fascination de la société occidentale, et la société occidentale fait des pressions sur elles pour les moderniser, entre guillemets. Donc, vous avez bien sûr, le néo-chamanisme a une influence sur le chamanisme actuel, et vous avez cette sorte de mondialisation des idées. Vous avez des leaders indigènes qui communiquent par Internet et qui fabriquent une pan-mythologie aussi. Par exemple, en Amérique, la mère Terre, la déesse Terre, devient une espèce de dieu pan-américain, alors que dans beaucoup de sociétés, il n'avait pas d'existence même. Corinne Sombrin, toute dernière question avant de vous quitter. Est-ce que vous êtes plus heureuse maintenant en tant que psychonaute? Vous êtes plus heureuse aujourd'hui qu'avant cette expérience en Mongolie? Oui, bien sûr. Vaste question, extrêmement difficile. Oui, bien sûr, plus heureuse parce que tout simplement, je connais mieux ses capacités, que voilà, on en fait quelque chose aujourd'hui, et donc c'est Et pour revenir au néo-chamanisme, il faut penser aussi que les Mongols, par exemple, pratiquent, font eux-mêmes, on fait évoluer leur chamanisme, et il y a des nouveaux chamans et des néo-chamans, et Laetitia Merli, qui m'a accompagnée, qui est anthropologue là-bas, est spécialiste de ça, et c'est aussi le sujet de mon prochain livre, c'est-à-dire comment l'impact des populations, la mondialisation a fait évoluer cette forme de chamanisme. On en parlera tout à l'heure avec Laetitia Merli qui sera notre invitée. En tout cas, un grand merci à vous, Corinne Sombrin. Et puis je rappelle pour les éditeurs, il faudra encore patienter quelques jours. Ça sera en librairie le 4 octobre prochain. Les Esprits de la Steppe, ça va paraître chez Albin Michel. Il est 11h passé de 31 minutes. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde. L'heure pour nous de retrouver notre ami Alexis Patovstev. Alexis, notre homme frontière, qui aujourd'hui nous emmène sur les frontières des cravates et des chapeaux. Brian Eno a composé cette chanson impressionniste sur le chapeau du roi en 1977, à l'époque où les puissants de ce monde ne portaient plus vraiment de chapeau, au moins en Occident. Mais le chapeau imaginé par Eno était en plomb. Et c'est vrai, l'ambiance était assez lourde. Il suffit de jeter un regard sur les images de la révolution culturelle chinoise ou de regarder les photos d'une parade militaire à Moscou. D'ailleurs, si l'on regarde bien, on remarque tout de suite tous les membres du Politburo soviétique perchés sur le mausolée. Et oui, ils ont cet air si grave, si gris, si dépressif, et c'est là à cause de leur uniforme. Costume sombre, cravate sombre, manteau gris, et puis obligatoirement un chapeau, gris comme une souris. On a vraiment l'impression que le temps s'est arrêté pour cette gérontocratie au pouvoir. Toute ma vie, j'ai cru naïvement que cet uniforme avait été fabriqué dans un atelier soviétique spécial sous le haut patronage du parti. La revue russe Zvezda du mois de février confirme que c'est M. Niet en personne, le ministre des Affaires étrangères, camarade Gromyko, qui, dans les brèves pauses que lui réservait sa lutte acharnée contre l'impérialisme, a été chargé d'exécuter une autre tâche extrêmement importante. Il devait acheter les chapeaux pour tous les membres du Politburo et pas n'importe où, dans l'antre même
de l'impérialisme, à New York, dans une boutique très chic sur Madison Avenue. La façon, la teinte, la taille exacte, tout devait être paraphé par le chef de la diplomatie soviétique en personne. Sur la doublure, on mettait des initiales qui faisaient trembler le monde libre. L.I.B. pour Brejnev, U.V.A. pour Andropov, etc. Quand récemment j'ai vu des jeunes créateurs italiens proposer une nouvelle collection un peu provoque, s'inspirant du style soviétique où l'on voit une cravate Politburo de couleur noire, je n'étais qu'à moitié surpris. Après tout, les authentiques cravates Politburo ont été commandées chez les meilleurs couturiers de l'époque, pour des gens, c'est vrai, au goût démodé. De Brian Eno à Robert Fripp et son King Crimson, il n'y a qu'un pas. Les deux ont collaboré souvent à l'époque de Gromyko. Cette composition s'appelle Rouge. Non, on ne va plus parler des rouges, mais l'on va continuer à étudier les cravates. Cette fois-ci là-bas où Gromyko faisait ses courses chez ses ennemis idéologiques. J'ai regardé l'autre jour les cravates des participants à la convention du Parti républicain et j'étais étonné par la dominance d'une seule couleur, le rouge. Si ailleurs dans le décor la balance traditionnelle entre les couleurs du drapeau états-unien bleu, blanc, rouge était presque parfaite, les cravates, elles, étaient majoritairement d'une couleur traditionnellement associée avec le communisme. La rédactrice de la rubrique Mode au Financial Times, Vanessa Friedman, a étudié les couleurs des cravates de tous les nominés, républicains comme démocrates, depuis 1980. Reagan, cravate rouge Bourgogne contre Carter, cravate rouge. Puis Reagan, cravate bleue contre Mondale, rouge en 1984. Puis Bush père, rouge avec des rayures blanches contre Dukakis, rouge. Puis Clinton, rouge, contre Bush, gardant la même cravate qu'en 1988, etc., etc., etc. Presque tous les grands gagnants, les futurs présidents états-uniens, comme les perdants, ont porté des cravates de couleur rouge lors de leur nomination par le parti. Même Obama, qui a toujours porté des cravates bleues. Et oui, il a dû changer de couleur, vous avez deviné, pour le rouge, lors de son investiture en tant que candidat démocrate en 2008. Donc, peu importe le bord politique, il existe un uniforme pour le candidat à la présidence. Il faut une cravate rouge. D'abord, le rouge est très visible, surtout sur les petits écrans à la mode aujourd'hui. Il est offensif, guerrier, combattant. Et puis, maintenant qu'on sait qu'elle fait gagner, pourquoi risquer une autre couleur? Comme le bleu, une couleur traditionnelle des conservateurs. Bleu est trop consensuel. On la porte uniquement au moment des grands troubles, comme l'a fait George Bush fils en 2004 en pleine crise irakienne. Mitt Romney, fidèle à ses cravates bleues, les a rangées au profit d'une cravate rouge avec des rayures blanches le 30 août 2012, le dernier jour de la convention de son parti. Un objet, un chapeau, contre une couleur. Voilà à quoi s'est résumé finalement l'échange entre les deux mondes opposés, l'économie du troc en quelque sorte. Frontières, la chronique d'Alexis Patovstev que vous pouvez retrouver sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, un site sur lequel vous pouvez écouter, réécouter cette chronique, mais bien sûr l'émission Culture Monde, toujours dans notre semaine sur la magie, aujourd'hui de la forêt à la ville, les nouveaux visages du chamanisme. On va aller tout de suite vers la Mongolie au XVIIe siècle. La Mongolie était le centre de l'empire mongol et puis elle fut ensuite gouvernée par la dynastie Mandchousing de la fin du XVIIe à 1911, date à laquelle l'indépendance de la Mongolie est proclamée à la faveur de la chute de l'empire chinois, mais même si elle restait officiellement indépendante, elle était parfaitement alignée sur Moscou durant la période soviétique et évidemment les pratiques chamaniques étaient proscrites.
Bonjour Laetitia Merli. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, docteur de l'HESS et réalisatrice de documentaires sur le chamanisme en Mongolie, La quête du son, Shaman Tour, La revanche des chamans, également un livre De l'ombre à la lumière, de l'individu à la nation, renouveau du chamanisme en Mongolie post-communiste. On est également avec Michel Perrin qui est avec nous depuis Clermont-Ferrand. Laetitia Merli, cette chute du bloc soviétique et donc la fin des persécutions antireligieuses, ça va être l'occasion de retrouver ce chamanisme oublié, sauf qu'il va émerger, c'est vrai, dans un contexte bien différent. Les années ont passé. On n'est plus dans les campagnes, en tout cas avec ces modes de vie, disons, plus à l'ancienne, souvent nomades. On est là dans les villes. Et du coup, est-ce que ce néo-chamanisme, ce chamanisme réinventé, s'inscrit selon vous dans la continuité de l'ancien chamanisme, ou est-ce qu'il vous semble qu'il y a eu une rupture, Laetitia Merli? Alors oui, en effet, il réapparaît de manière différente puisque il est surtout revendiqué au départ, c'est-à-dire après la chute du bloc soviétique et dans les premières années de la démocratie, de la pensée libre, on va dire, de la liberté de pensée et de religion. Il est surtout revendiqué par des intellectuels, en fait, qui se trouvent en ville et qui ont des revendications identitaires, culturelles, et qui renouvellent ces traditions en tant que marqueurs de la culture mongole, emblème d'un renouveau et surtout d'une liberté à pouvoir se gérer soi-même en tant que mongol et de pouvoir retrouver sa tradition dans son ensemble. Donc religion, chansons, art et musique et tout ce qui avait été bafoué pendant la période communiste. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme d'hybridation? Les pratiques chamaniques sont modifiées? Alors les pratiques, on ne sait pas exactement, parce que même si c'était interdit, il en restait quelques-uns dans les campagnes, certains étaient cachés, les accessoires avaient été cachés, en tout cas dans les familles, pour ne pas se faire emprisonner, pour ne pas que les petits-enfants de chamans soient persécutés. Donc on cachait, même qu'on avait des ancêtres chamans, etc. Mais c'est revenu... Le mode de vie n'avait pas complètement changé. Il y avait quand même encore des nomades, il y en a toujours aujourd'hui, qui vivent sous la yourte, dans la steppe. Donc bien sûr que les préoccupations avaient changé, parce qu'on ne va plus seulement voir le chaman pour retrouver un mouton égaré ou enlever des épidémies sur les troupeaux ou des choses comme ça, mais on va aussi aller voir le chaman pour le bon déroulement des études, pour le lancement d'une nouvelle entreprise, pour le business, tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt au niveau des attentes et de ce qu'on va demander au chaman de traiter. Donc il va traiter l'infortune, bien sûr, et l'appel de la bonne fortune. Mais est-ce qu'on est chaman à la demande de la société? Parce que c'est ce que Michel Perrin nous disait tout à l'heure, qui est essentiel. Alors, au fond, c'est là où il faisait la différence. On est chaman de façon héréditaire, en Mongolie et souvent en Sibérie. Reconnu par sa famille et par un chaman qui identifie, on va dire, cet appel des esprits ancêtres. Et on l'est, bien sûr, pour perpétuer une lignée chamanique. Donc on l'est pour le profit de sa communauté, dans le sens où on répond à l'appel des ancêtres pour perpétuer sa lignée et bien sûr faire un don de soi, être au service de sa communauté. Michel Perrin, réaction depuis Clermont-Ferrand. Oui, là c'est l'occasion de préciser que l'accession au chamanisme, j'avais parlé de signes, ça c'est au niveau de l'individu, mais au niveau de la recherche elle-même, il y a trois façons. Il y a l'hérédité, il y a la quête, typiquement des Indiens d'Amérique du Nord, qui est toujours exprimée dans des films où on voit des Indiens allant essayer de se faire foudroyer recevoir l'éclair à la cime d'une montagne, et puis vous avez l'élection spontanée. C'est-à-dire ça vient comme ça par un certain nombre de signes qui vous désignent. Alors, pour revenir à l'héritage est souvent, comme l'a dit Madame, c'est une chose qui se passe en famille. C'est-à-dire que le chamanisme est quand même important et on fait tout pour le conserver en famille. Mais ça n'empêche pas qu'il faut qu'on soit élu. Alors, on est élu par quoi? Souvent par un ancêtre de la branche familiale, ancien chaman, etc., qui est revenu sous la forme d'esprit, et ce qui fait qu'on ne contredit pas le principe d'élection, si vous voulez. Même si on hérite, il faut quand même que l'héritier ait été élu, et le plus souvent par un mort, par un ancêtre de la lignée chamanique. Laetitia Merli. Oui. La question que je me posais, Laetitia Merli, c'est comment est-ce que peut-être les plus anciens en Mongolie
qui voient ce renouveau du chamanisme perçoivent la réappropriation, disons, occidentale, on en parlait du chamanisme. Comment ils voient ça? Alors déjà, on voit très bien qu'ils acceptent des Occidentaux en apprentissage, en initiation. Donc là, on voit très bien qu'il y a quand même une volonté d'ouverture et de partage de ces connaissances, de cette possibilité de communiquer avec des esprits, avec des ancêtres, etc. Donc c'est plutôt bien vu quand la quête est acceptée, c'est-à-dire quand elle est validée de leur côté. Après, ils peuvent être un peu critiques sur des volontés un peu trop marquées de la part de certains occidentaux qui vont arriver là-bas en disant « je veux devenir chaman ». Là, à ce moment-là, ils ne vont pas vraiment accepter, ils vont plutôt en rire et ne pas trouver ça sérieux. En rappelant justement qu'on ne choisit pas de devenir chaman, mais qu'on est désigné par les esprits, qu'on a un certain nombre de signes, comme disait M. Perrin, et qu'on est à ce moment-là identifié par un chaman, par un ancien, qui va dire « oui, en effet », ces signes-là sont bien la preuve que cette personne doit devenir chamane. Donc voilà, il y a un peu ce décalage dans voilà, quelque chose d'un peu trop volontariste d'un certain côté, et puis la manière mongole où on dit bah non, il faut quand même que des choses se passent, voilà, qu'il y ait l'expérience de la transe, qu'il y ait l'expérience de cette communication avec les esprits pour qu'on puisse dire que vous pouvez devenir chamane ou pas. Michel Perrin, quid des Amérindiens? Est-ce que c'est pareil? Il y a cette méfiance vis-à-vis de ces nouvelles formes de chamanisme? Mais écoutez, je pense que ça peut devenir un commerce, c'est-à-dire que au Pérou, il y a des centres néo-chamaniques qui attirent beaucoup d'Européens. Bon, c'est une forme de... Comment on appelle ça, de l'écotourisme maintenant, ce qui est un nom odieux pour désigner toutes ces pratiques qui ont pour but de faire venir des tas d'Occidentaux dans les sociétés traditionnelles, ce qui fait bien sûr le bouleversement le plus grand et le plus terrible qu'elles peuvent subir. Mais vous avez aussi des rapports qui peuvent exister entre un individu et une société qui peuvent être des rapports extrêmement, extrêmement sérieux, extrêmement respectueux et il y a des gens qui ont des expériences très fortes en essayant le plus possible de s'approcher des cultures autres, mais il faut un grand effort. N'oublions pas qu'en général, les gens ne parlent pas les langues, les gens ne parlent souvent même pas l'espagnol, donc c'est des communications extrêmement frustres et des actes qui sont souvent extrêmement frustres et caricaturaux. C'est un peu ce qu'on peut voir quelquefois dans le néo-chamanisme. Ce que voit un ethnologue qui a constaté l'extrême complexité, l'extrême richesse, la force d'une religion traditionnelle associée au chamanisme et qui tout d'un coup voit ces expériences qui souvent sont extrêmement caricaturales, la recherche de son petit animal auxiliaire, les danses autour du tambour et puis un certain nombre de choses très, très stéréotypées. On voit l'appauvrissement, si vous voulez, la pauvreté, pour pas dire l'appauvrissement de ces pratiques qui sont utiles pour un certain nombre d'Occidentaux, mais qui mesurent la distance, notre perte, si vous voulez, la perte de ce rapport à l'imaginaire, ce rapport à un autre monde que nous avons perdu ou que nous tentons de retrouver, et c'est ça le côté pathétique et fort de ces néo-chamanismes, c'est-à-dire essayer de réenchanter le monde dans un monde de plus en plus matérialiste, et donc on comprend que des gens s'en échappent en espérant que ces pratiques leur apporteront un renouveau ou une autre manière de voir notre propre monde. Merci beaucoup à nos invités. Un grand merci à vous, Michel Perrin, en duplex depuis Clermont-Ferrand, ethnologue, directeur de recherche au CNRS, membre d'un laboratoire au Collège de France et
auteur de nombreux ouvrages sur le chamanisme. Allez, tiens, celui-là, mais il y en a d'autres, le chamanisme, dans la collection Que sais-je. Et puis un grand merci à vous également, Laetitia Merli, anthropologue, réalisatrice de ce documentaire La quête du son, Shaman Tour, la revanche des chamans, et aussi de ce livre De l'ombre à la lumière, de l'individu à la nation, renouveau du chamanisme en Mongolie post-communiste. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet de l'émission. Notre émission est réécoutable sur le site pendant 1000 jours, podcastable pendant 1 an. Vous pouvez également nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez liker, comme on dit, la page de Culture Monde. Vous êtes déjà plus de 1000 à l'avoir fait. C'est Mathis Ménil qui a été le 1000e à liker notre page Culture Monde. On se retrouve demain. Merci beaucoup à toute l'équipe. Lucille Como, Pauline Blisten, Antoine Dulster qui a préparé cette émission. Merci beaucoup à la technique, Élise Le ici à Paris et Valérie Pocheveux à France Bleu Auvergne. On se retrouve donc demain.